Voilà, Monsieur Otto Baïzi, qui est cadre de la FDC et aussi chef coutumier de Rutshuru. Bienvenue. Merci. Vous êtes chef coutumier? Oui, chef coutumier dans la chefferie du Bouicha, du groupement de Boussanza, mais aussi membre cofondateur de la FDC. Et je suis un acteur politique. Ouais. Le chef de l'État a été élu, investi. Et vous, en tant que chef coutumier, comment vous aviez pu lire ces signes? Je tenais d'abord au nom de la communauté Hutu que je représente, à féliciter son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa réélection à la tête de ce pays. Et pour ma communauté, c'est une chose grandiose. Et aussi, nous avons suivi avec attention son discours d'investiture. Nous nous sommes rendus compte que nous avons senti la détermination qu'il avait pour ramener la paix chez nous. Et nous nous sommes réjouis à plus d'une raison. Donc c'est vraiment une chose capitale pour notre communauté parce que vous savez, nous subissons les affres de la guerre depuis longtemps. Et avec sa vision et sa détermination, nous pensons que les choses vont se dénouer bientôt. Alors, les choses vont se dénouer, mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'FDC. Au niveau de l'FDC, il n'y a toujours pas de sérénité, surtout avec les élections. Il y a beaucoup de gens qui commencent beaucoup plus à accuser Bahati Lukwebo de n'avoir pas soutenu certains parce que d'autres ont échoué. Ils ont voulu assez que le regroupement puisse envoyer un mandat pour saisir la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas été. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, ça va fragiliser, ça va créer beaucoup de frustrés au sein de votre regroupement? Bon, disons qu'à ce sujet, moi je pense que les gens accusent à tort l'autorité morale de la FDC. Il y en a qui disent qu'il est plus branché sur sa famille biologique que sur tout le reste et tout ça. Mais moi, je suis membre cofondateur, je suis secrétaire national. Et à ce titre, je suis dans la gestion permanente, quotidienne du parti. Parce que vous peut-être, vous retrouvez, voilà pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est-à-dire que les gens disent qu'il y en a qui se retrouvent, ils disent que l'autorité morale est en train de privilégier les membres de sa famille biologique, etc. Mais c'est pratiquement faux. Vous savez, il y a des moments où il peut y avoir dans un parti politique des membres de la famille biologique de l'autorité morale, mais qui sont compétents, qui remplissent tous les critères et tout ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'eux n'auraient pas droit au chapitre? Ça n'a pas de sens. Mais dès lors que ça se vérifie noir sur blanc, qu'il y a d'autres candidats qui ont gagné et que c'est lui qui bénéficie, c'est son fils, il y a de quoi s'interroger. Non, vous savez, vous êtes journaliste, peut-être d'investigation, vous pouvez fouiller, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi, tout simplement. Nous avons, vous savez, nous avons checké tout ça. Nous sommes des intellos, nous avons vérifié toutes ces allégations. Il n'en est pas question. C'est seulement des gens... Vous savez, la FDC a vécu beaucoup de turbulences avec ce que nous avons connu, des doublements du parti, avec les trahisons des dames comme Nenkoulou, Adel Kaïnda. Oui, Adel Kaïnda et tous les autres. Ça veut dire que ce sont des gens des gens véreux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ils se disent qu'ils doivent vilipender l'autorité morale parce qu'ils ne se retrouvent pas à gauche ou à droite. Ça n'a pas de sens. Moi, je crois que ce sont des discussions de bas étage. Il faut pas encourager ce genre de choses. La plupart sont des traîtres, au fait. Ils sont animés de trahison. La plupart l'ont poignardé dans le dos. Vous savez, nous sommes des milliers à la FDC, n'est-ce pas? Moi, je suis cofondateur, mais je n'ai jamais été ministre. Ce n'est pas nécessairement indiqué que si je suis de la FDC, si je suis cofondateur ou quoi que ce soit, que je dois nécessairement être ministre. On ne peut pas être 10 000 ministres ici.
Vous voyez un peu. Et donc, ils doivent revoir un peu leurs ambitions et puis continuer à militer parce qu'il y a un temps pour tout. Hein, donc, ils finiront un jour par se retrouver d'une manière ou d'une autre, qu'ils arrêtent avec ces genres de choses. Est-ce qu'il y a la sérénité au sein du parti? Impeccable, je vous le confirme. Au niveau de la FDC? Oui. Alors, vous êtes là, dans votre présentation, vous êtes chef coutumier, mais dans l'Est, il y a la situation sécuritaire au niveau des Massissi, au niveau des Rutshuru. On voit beaucoup plus l'M23. Et l'armée, jusque-là, est en train de fournir beaucoup d'efforts afin de récupérer toutes ces positions. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Ça va faire pratiquement 1 année, 2 ans que l'M23 continue à s'aimer la terreur. Évidemment, vous savez, il ne faut pas parler seulement du M23. En fait, c'est le Rwanda. Ce sont les velléités des Tutsis au sommet du Rwanda qui créent cette histoire-là, M23, soi-disant pour traquer les FDLR, soi-disant pour protéger leurs ressortissants. Donc là, ils parlent des Tutsis qui vivent au Congo. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Nous savons qu'il y a un plan derrière tout ça. C'est un plan de découper un morceau de la RDC. Vous savez, il y a un projet qu'on appelle le projet de l'Empire Imatutsi. C'est un truc qui est réel. Et bizarrement, il y a les Britanniques aussi qui soutiennent ce projet. Mais c'est Kagame qui est derrière toute cette combine-là. C'est lui qui fait toute cette machination. Heureusement que nous avons un chef d'État qui est déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique, donc dans sa vision, il doit ramener la paix chez nous. Et si vous observez le M23, au fait, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda, et moi j'ai toujours dit que le Rwanda est derrière tout ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, vous savez, Kagame a des difficultés avec tous ses autres voisins, pas seulement la RDC, le Burundi, la Tanzanie, etc. Moi, je peux vous garantir une chose, tant que ce monsieur sera à la tête du Rwanda, nous serons toujours en difficulté dans la région des Grands Lacs. Moi, je crois que les gens doivent se mettre ensemble pour évincer ce monsieur. Ce monsieur ne devrait pas être à la tête d'un État, parce qu'il utilise les ressources de son État pour bousculer tous ses voisins. Comment l'évincer là? C'est quoi? Soutenir une rébellion? Non, ça veut dire, c'est pas question d'une rébellion, nous n'allons pas faire comme lui, mais il faut que les gens en interne, vous savez, les Hutus forment quoi, 90% de la population au Rwanda, mais ils vivent sous l'esclavagisme des Tutsis qui sont au sommet là-bas. Ils devaient pouvoir renverser ce gars. Je ne vais pas dire ici à la télé ce qui se trame à gauche, à droite, mais je vous dis que, in fine, il faudra que Kagame quitte sa fonction de chef d'État du Rwanda pour que le calme revienne dans la sous-région. Ça, c'est indiscutable. Est-ce que c'est Kagame ou c'est cet esprit-là? Vous ne voyez pas que même si Kagame partait, ça va toujours revenir. Regardez Museveni Kaguta. Il y a son fils qui a toujours ces velléités-là expansionnistes. C'est qu'aujourd'hui, si Kagame et Museveni partaient, ça sera son fils. C'est un système, vous ne voyez pas? Oui, Kagame, disons que Kagame, individu, je dirais qu'il est un peu, c'est comme un malade mental. Il a des velléités incroyables. Même au sein de son propre gouvernement, les gens ne comprennent pas. Parce que nous avons, il y a des cellules dormantes à gauche, à droite, nous avons des informations en interne là-bas qui nous disent qu'ils ne comprennent pas ce qu'il veut exactement. Et il est en train de tuer des gens tous les jours, parce que, vous savez, les dégâts collatéraux, c'est terrible. Il y a des gens qui meurent à gauche, à droite, à cause de Kagame. Et donc, il y a le fils Museveni, lui c'est pratiquement un fou. Le général, il est fou. Et lui, c'est un va-t-en-guerre et tout ça. Mais moi, je crois que... Parce qu'à un moment donné, il y a eu presque la guerre entre Museveni et Kagame, toujours à cause des velléités de Kagame. Et donc, moi, je me dis que... Et la RDC, à un certain temps, c'est comme si elle était devenue médiatrice entre les deux. Oui, à un moment donné, oui, la RDC a... Et maintenant, oui. C'est les retours de la manivelle. Là. Oui, et donc, moi, je vous dis que Museveni, lui, il met un peu d'eau dans son vin, hein, pour ce qui est des ambitions. Et puis, lui, il est plus homme d'affaires, il essaie d'exploiter les ressources, tout ça, chez nous.
Mais Kagame, lui, c'est carrément obtenir un morceau. Vous savez, nous sommes victimes doublement dans cette affaire. Victimes comment? C'est que, d'abord, c'est notre patrie, c'est la RDC, c'est une partie de la RDC qui est occupée. Et puis, ce sont nos terres ancestrales. Ça veut dire, nos ancêtres, nos aïeux nous ont laissé ces terres. Et aujourd'hui, nous ne savons pas y accéder. Parce qu'il y a Kagame qui a occupé carrément le terrain. Vous savez, il n'y a pas eu élection là-bas. Nous n'avons pas participé aux élections parce que c'est occupé. C'est pour cela que nous espérons d'ailleurs que, parce que nous avons soutenu, les Hutus ont soutenu le chef de l'État bec et ongle pendant la campagne électorale, etc. Nous espérons qu'il prendra en compte notre communauté, vu notre poids démographique dans la sous-région. Et c'est quoi les attentes des Hutus? Non, ça veut dire qu'ils veulent aussi participer à la gestion future de la République, n'est-ce pas? Les Hutus. Oui, les Hutus. Ils doivent participer à la gestion future de la République. Oui, mais il y en a, non? Il y a des Guissaro et les autres, ils participent, non? Guissaro n'est pas Hutu. Il est qui, lui? Guissaro, il est Tutsi. Guissaro, il est Tutsi, et voilà, il est Tutsi. Et d'ailleurs, je profiterai pour lancer un appel aux Tutsis du Congo. Ceux-là qui ne se désolidariseront pas des Tutsis rwandais, parce qu'ils sont un peu comme... ils sont versatiles. Indivisibles. Ça veut dire le Tutsi en Espagne, le Tutsi en Amérique, mais il répond du Rwanda et tout ça, vous voyez un peu. Et donc, moi je considère que les Tutsis qui sont au Congo, qui ne se désolidarisent pas des Tutsis rwandais qui nous ont occupés, ils sont pareils. Ils sont pareils, effectivement. Ils sont pareils. Alors, mais on a vu, il y a les Wazalendo qui sont là, ces jeunes. Autrefois, étaient considérés comme des rebelles. Actuellement, ils sont devenus le chouchou. Les Wazalendo, au fait, c'est quoi? Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qui défendent leur terre. Ils défendent la patrie. Ils vont sur terrain, ils se battent contre les envahisseurs, les Rwandais. Et c'est ainsi que d'ailleurs, il y a par moments, nous gagnons du terrain. Moi, par exemple, je suis un Muzalendo. Je suis un Muzalendo parce que quand je ne suis pas à Kin, je suis sur terrain. Je ne suis pas peut-être sur la ligne de front, mais est-il que je dois apporter mon énergie, mon idéologie, etc., pour qu'on puisse chasser l'ennemi. Donc les Wazalendo, sont des patriotes congolais qui sont là pour la défense des intérêts du Congo, pour la défense des terres congolaises. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Otto Baïzi, surtout de votre passage. Merci de nous avoir certainement éclairés et nous espérons que le chef de l'État prendra en compte toutes les attentes donc, des Hutus. Les Hutus, ils veulent aussi participer à la gestion du pays. Exactement, mais ils sont dans le gouvernement. Oui, ils étaient dans le gouvernement passé. Je parle du gouvernement à venir. Ce n'est pas parce que nous voulons nécessairement des postes. Comme vous voyez, aujourd'hui, il y a des agitations autour. Il y a l'Union sacrée, maintenant il y a des groupuscules. Il y a des groupuscules. Nous, ce n'est pas par rapport au poste. Et l'AFDC, entre parenthèses, c'est où est-ce qu'elle sera? Chez Kamere, chez Augustin Kabouya ou... L'AFDC sera avec l'AFDC. Vous savez, nous sommes une force politique extraordinaire. Donc nous serons avec l'AFDC et je crois que c'est de bonne guerre. Merci beaucoup. Ok. Et de toutes les façons, je voulais ajouter pour dire que les agitations qu'il y a à gauche, à droite, tout ça, mais au finish, c'est le chef de l'État qui décidera. Qui sera à la primature. Voilà, c'est le chef de l'État. Moi, je crois que c'est une... Et vous, maintenant, vous voyez où? À la primature, à l'Assemblée nationale, toujours au Sénat? Ça dépendra. Tout dépendra de... Parce que l'UDPS va avoir la primature et l'Assemblée nationale. Hein. Normalement, la gestion de la cité, la gestion... D'être collégial. Il faut être collégial. Hein. Il faut que tout le monde participe. Je crois que c'est la meilleure stratégie. Et l'opposition aussi, lorsque les chefs d'État tendent la main à l'opposition? Non, si le chef... Tout dépend au fait du chef de l'État. S'il tend la main à l'opposition, à elle de saisir l'occasion. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va prendre un quart de l'UDPS tout de suite. Ça, c'est Télé 50 de l'information.